Bonjour à toutes et à tous et merci de nous rejoindre pour ce troisième jeudi de l'IEV dédicacé au lien entre racisme et colonisation. Tout cela dans le cadre des 40 ans de la loi Moureaux. Alors je vais commencer par me présenter. Je m'appelle Sabine Roberti, je suis députée au Parlement de Wallonie et députée au Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles et je suis également, et j'ai cette chance, d'être la présidente d'une commission ici même de l'IEV dédiée à l'égalité et à l'émancipation. Alors avant de commencer, je vais vous présenter les personnes avec qui je vais débattre et discuter aujourd'hui après-midi. Alors je vais commencer par Julien Troudaillou. Julien, tu es coordinateur général du PAC et tu as beaucoup travaillé sur ces questions de colonisation et de passé colonial. Tu as aussi coécrit un livre avec Elikia Mbokolo intitulé « Notre Congo, Onze Congo » qui traite de la propagande et de la mémoire coloniale. Bonjour Julien. Bonjour. Alors ensuite, je vais vous présenter Marie-Reine Iyumva. Marie-Reine, tu es responsable de la coordination entre les diasporas africaines pour l'Africa Museum. Bienvenue à toi, Marie-Reine. Et mon dernier invité, Aliou Baldé. Aliou, tu travailles pour un collectif indépendant, principalement sur deux thématiques, la mémoire coloniale et la lutte contre les discriminations. Alors, merci à vous trois d'avoir répondu présent à mon invitation, à l'invitation des jeudis de l'IEV. Alors, pour introduire ce débat aujourd'hui après-midi, vous dire que nous en sommes déjà à notre troisième webinaire dédicacé au racisme et aux discriminations. Jeudi passé, lors du débat qui était mené par ma collègue Joëlle Kapampolé, on a beaucoup parlé de racisme aujourd'hui et les intervenants ont plusieurs fois évoqué le poids de l'héritage colonial dans la persistance de nombreuses discriminations et donc du racisme. Et aujourd'hui après-midi, je vous propose de nous arrêter quelques instants plus en profondeur justement sur cette thématique de décolonisation des esprits et décolonisation de l'espace public pour travailler vraiment à mettre en lumière le racisme avec la colonisation et l'importance surtout du travail de mémoire. Pour introduire notre premier thème, j'ai aussi envie de dire que le débat sur le travail de mémoire, sur le passé colonial de notre pays, sur la question de la décolonisation, il n'est pas neuf du tout. Pourtant, ça fait un peu plus d'un an qu'il revient sur le devant de la scène. Et pour aborder ce tout premier thème, je vous propose de regarder ensemble une courte vidéo. Place à la vidéo. On le sait, le 25 mai marque une date triste au niveau de notre calendrier. C'est la mort de George Floyd, cet Afro-Américain. Et c'est une mort tragique qui a donné au mouvement Black Lives Matter une dimension sans précédent. Alors on le sait, des relais se sont manifestés partout dans le monde et chez nous aussi en Belgique avec une grande manifestation qui avait été organisée à Bruxelles. Des répercussions aussi au niveau politique avec la mise en place d'une commission spéciale au niveau du Parlement fédéral et également à Bruxelles un groupe de travail au niveau du Parlement bruxellois. Alors pour aborder cette première thématique de décoloniser les esprits, je voudrais te poser à toi, Marie-Reine, une première question d'ordre général. Qu'est-ce que cela évoque pour toi, la décolonisation des esprits? Pour moi, la décolonisation des esprits, c'est aussi la décentralisation de l'Occident dans tout ce que l'on voit, par exemple la décentralisation de ces peuples qui ont exercé une domination sur les autres peuples et les autres peuples du Sud qui n'ont pas pu non plus raconter leur part de l'histoire. On peut commencer par là, se décentrer et essayer d'écouter les autres.
Julien, tu as une... Moi d'abord c'est un livre en fait de Wationgo qui est Decolonizing the Mind, qui a été écrit d'abord pour les personnes qui résidaient sur le continent africain et puis les gens en dehors, donc dites diaspora, et qui est un livre absolument fondateur en termes de questionnement à la fois des Africains sur eux-mêmes, mais aussi pourquoi pas nous, Européens, sur cette décentralisation dont parle Marie-Reine. Donc c'est ça, et puis c'est se poser tous les jours la question, personnellement et collectivement, qu'est-ce qui fait encore, qu'est-ce qui fait sens et surtout qu'est-ce qui appartient à ce système colonial, à cette colonialité, à ce socle qui a énormément influencé des décisions politiques, mais aussi des gens, des personnes, des esprits, des images. Et donc c'est se poser donc, individuellement, mais surtout aussi collectivement, qu'est-ce qu'on peut faire pour changer cette matrice coloniale très très forte présente en Belgique. Ok. Et Aliou, tu peux ajouter quelque chose? Beaucoup de choses ont déjà été dites. Fondamentalement, pour nous en tout cas, la décolonisation, c'est une rupture avec le fait colonial. Donc l'idée, c'est, si on parle ici des esprits, c'est d'aller voir dans le conscient et dans l'inconscient, qu'est-ce qui est encore relatif à la colonisation, relatif à la propagande coloniale, relatif au passé esclavagiste, etc., pour aller le déconstruire et en faire quelque chose de positif pour notre société. Ah oui, ok. Et donc là, vous venez bien de brosser ce premier thème. On va entrer plus profondément encore avec une première question pour toi, Julien. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, nous sommes à un moment clé pour penser le colonialisme et sur évidemment ses conséquences sur nous? J'ai envie de dire que ça fait 20 ans qu'on est sur ce moment clé, il tarde à venir, mais bon c'est pas grave, il faut être persévérant et persévérante, mais donc ça fait 20 ans que justement les fils et les filles et les petites filles et les petits-fils des immigrés africains à Bruxelles ont commencé le travail, et pas qu'à Bruxelles d'ailleurs, en Belgique, et qu'ils sont en plus maintenant ensemble au niveau européen sur un certain nombre de questions, et que l'affaire George Floyd, ses retentissements, ont accéléré en fait ce mouvement et non pas, ça n'a pas été forcément une rupture pour ces personnes, ça a été peut-être une rupture pour d'autres personnes, c'est-à-dire nous, personnes blanches, qui ne voyons pas forcément où se situent les discriminations quotidiennes dont parle d'ailleurs le roi Philippe dans son discours de l'an dernier, où se situe le racisme systémique, structurel, donc ça a été un déclic. Et puis moi ce que je constate, c'est que ce travail qui a été commencé par le secteur associatif, mais aussi les militants et les militantes antiracistes, il a été tenu à bout de bras. Et ce qui est assez remarquable, c'est que les gens ont fait le lien entre l'assassinat d'un noir américain, donc dans un assassinat raciste qui ne concernait pas a priori la Belgique, et comment les gens ont fait le lien avec la colonisation belge, le racisme structurel présent, les stéréotypes, etc., etc. Alors ils ne l'ont pas fait par hasard, ils l'ont fait parce que ce travail a été plus qu'amorcé, il a été développé, avec très peu de moyens d'ailleurs, pendant 20 ans, par ces associations. Et donc maintenant il tient à nous, associations peut-être plus mainstream, mais aussi partis politiques, mandataires politiques, de faire vivre cette réflexion et surtout créer des ruptures et des changements de paradigme profonds. Tu l'as évoqué, ça fait 20 ans qu'on en parle, puis il y a eu George Floyd, et puis l'année dernière, le roi Philippe qui s'exprime. La vidéo nous a indiqué ses paroles et je vais les reprendre. Il a exprimé ses profonds regrets pour les blessures du passé. Bon, ce sont des mots forts. Marie-Reine, qu'est-ce que cela évoque pour toi, ce genre de prise de position du roi Philippe dans justement ce travail qui a déjà été initié depuis plus de 20 ans, quoi. Non, ça évoque une prise de conscience, comme l'a dit Julien. Moi, ce que je remarque aussi, c'est que il ne fallait peut-être pas attendre George Floyd pour avoir cette prise de conscience collective, parce qu'il se passe ici en Belgique tous les jours des actes racistes très violents que l'on voit, nous, personnes issues de la diaspora, on voit sur les réseaux, on en parle entre nous, ça peut devenir très traumatisant et fatigant aussi psychologiquement. Mais comme le dit Julien, c'est très bien que ça a été fait maintenant. Je remercie aussi toutes les associations de la société civile qui ont pu
en tout cas moi quand j'étais étudiante, m'inspirer dans ma démarche aussi, d'en apprendre plus sur mon histoire. Mais il faut savoir que le combat n'est pas fini et on essaye tous de faire notre part aujourd'hui. Oui, et en parlant de combat et de faire notre part aujourd'hui, j'ai une question pour toi, Aliou. Je l'ai évoqué tout à l'heure, hein, la commission spéciale du Parlement fédéral et le groupe de travail au niveau du Parlement bruxellois. Qu'est-ce que tu attends, toi, du politique? Qu'est-ce que tu attends de nous au niveau de nos prises de décision, par exemple? C'est difficile à dire ce qu'on attend exactement de vous sur cette question-là. Nous, notre travail, c'est de pousser à ce que l'agenda politique tienne compte de la décolonisation. Et c'est ce qu'on a fait ces 8 dernières années. En 2012, quand on a créé notre association, on a été voir les partis francophones en majorité à Bruxelles. On leur a présenté la question de la décolonisation comme étant une urgence sociétale. À l'époque, si les regards n'étaient pas paternalistes, c'était plutôt de nous dire « mais écoutez, vous les Noirs de Belgique, vous êtes plutôt gentils, donc restez gentils ». À partir du moment où on commence à parler de colonisation ou de décolonisation, on devient méchant apparemment. Donc l'idée pour nous, c'est de pousser à ce que ça soit inscrit dans les agendas médiatiques, politiques, etc., pour qu'on tienne compte de la question comme étant une question de société, de vivre ensemble, etc., etc. Donc ce qu'on attend peut-être du politique, c'est également non seulement de se positionner, mais d'enclencher les moyens qu'il a pour qu'il y ait des réelles solutions dans la société. Nous, on ne peut pas demander... on ne peut pas inscrire dans l'obligation pour les écoles d'aller chercher la question de la décolonisation. On ne peut pas le faire. On peut pousser à ce que le politique peut-être prenne des décisions concrètes qui soient applicables à toute la société. Et toi, Marie-Reine, comme tu collabores justement avec les diasporas africaines en Belgique, tu peux éclairer également cette question de qu'est-ce qu'on attend du politique? Est-ce que c'est la première fois que le politique s'intéresse à cette matière? C'est la première fois qu'il s'y intéresse autant, on va dire, parce qu'il y a un vrai momentum autour de cela. Et moi, comme je travaille dans une institution fédérale, on est bien sûr obligé d'être appuyé par le politique pour toutes nos initiatives autour de la décolonisation. Après, le musée restera une institution coloniale. On ne peut pas dire que le musée va se décoloniser du jour au lendemain, parce qu'on a quand même des œuvres qui ont été acquises dans des situations assez inégalitaires. Donc, on essaye d'avoir des initiatives au sein du musée, et pour qu'elles soient totalement décoloniales et pour qu'on puisse travailler avec les diasporas main dans la main, il faut aussi que l'on soit soutenu par le politique. Oui. Et Aliou, tout à l'heure, tu as parlé d'école, ce qui me permet de faire le lien sur une question qui touche justement à nos programmes scolaires. Et alors, peut-être, je vais me tourner vers Julien, lui demander si ce travail sur la mémoire coloniale, sur la colonisation du Congo, par exemple, est-ce que ça doit être initié dès le plus jeune âge ? Oui, dès le plus jeune âge, et bon, il ne faut pas oublier la suite, mais on est très en retard, c'est très clair. En Belgique, on est très en retard par rapport à d'autres empires ou ex-empires qui ont travaillé la question. Et il y a aussi des reculades, je pense à la France, notamment dans les programmes scolaires. C'est-à-dire qu'on a remis à l'agenda pour ensuite maintenant détricoter les programmes sur la colonisation. Mais c'est clair qu'on a un très très gros problème qui est en train d'être travaillé notamment au niveau de la fédération. Nous, on est plusieurs et je pense que on en discute assez depuis longtemps avec Mémoire coloniale sur cette question. Il n'y a pas que la colonisation, il y a aussi l'histoire de l'Afrique, l'histoire du continent africain. Nos enfants passent 6 mois, si ce n'est pas plus, pour étudier précisément la Grèce antique, la Rome antique. À aucun moment, il est fait état dans cette longue histoire des philosophes, par exemple de la Grèce ou de la Rome, qu'ils ont été en fait copiés, parfois très fortement influencés des théories philosophiques africaines. On apprend rarement à nos enfants que les mathématiques proviennent de ce continent. Et donc, ça a un impact aujourd'hui et maintenant sur nos enfants, puisque, on le sait, il y a énormément de migrations afrodescendantes en Europe, et donc moi je milite pour que mes enfants apprennent aussi ce que c'est que l'histoire de ce continent et des implications au niveau du langage, mais aussi au niveau je l'ai dit, de la philosophie, des sciences, mais aussi des civilisations. Je crois que le premier mensonge de la colonisation a été de faire croire, et il y a encore beaucoup malheureusement de personnes qui le croient, que l'histoire des civilisations africaines n'existait pas. C'est-à-dire qu'il n'y avait qu'une seule civilisation en contexte
raciste des années fin 19e jusqu'au milieu des années 50. On a seriné les Belges en leur disant qu'il n'y avait pas avant 1885 d'histoire africaine. Et je crois qu'il faut recommencer par ce début-là, c'est-à-dire montrer qu'il y a eu justement une très très longue histoire, que des Chinois ont fait le tour bien avant les Portugais de ce continent, qu'on retrouve des traces aussi de l'autre côté, des traces africaines dans les empires en Amérique latine. Tout ça montre que ce continent n'était pas isolé, ce continent n'était pas l'espèce de continent obscur qu'on a présenté, avec des gens incapables de faire quoi que ce soit, mais qu'il vivait, qu'il était connecté avec l'ensemble du reste de la planète. Et donc ça, c'est d'une importance cruciale pour qu'on puisse justement arriver à ce que disait Marie-Reine, se décentrer sur notre regard qui est quand même très très franchement ethnocentré encore jusqu'à aujourd'hui. Tu as raison. Et donc finalement, commencer le plus rapidement possible à déconstruire certaines schématisations mentales sur finalement un pays que l'on connaît très peu, que l'on juge très mal, évidemment. Et donc à l'école, mais évidemment, il y a la société civile avec une organisation comme ton organisation qui fait des visites guidées sur le terrain et les musées. Oui. Quoi de mieux finalement que de pouvoir travailler en transversalité, l'école, le terrain et la mémoire finalement au travers d'œuvres et d'explications aussi que l'on peut trouver dans un musée. Donc finalement, sommes-nous tous d'accord pour dire que c'est dès le plus jeune âge qu'il faut travailler à réimprimer quelque chose de nouveau et de recontextualiser peut-être l'histoire de l'Afrique. Je voulais rebondir sur ce qu'a dit Julien plus tôt parce que c'est très vrai. À l'intérieur du musée, en tout cas, l'un des rôles que je prends à cœur, c'est vraiment... le musée, c'est un centre de ressources, en fait. Et il faut faire savoir à la diaspora et aux Belges, parce qu'on a une histoire commune, hein, les diasporas africaines et les Belges de souche, entre guillemets, comme on le dit, qu'ils peuvent venir au musée et faire des recherches ou en apprendre plus sur cette histoire, donc l'histoire du Congo, mais aussi l'histoire du Rwanda, du Burundi. Il n'y a pas que des œuvres de ces trois pays, il y a d'autres pays africains, mais ils peuvent en savoir plus. Et on a aussi un programme d'éducation qui est fait toujours en collaboration avec des associations des diasporas ou alors des personnes issues des diasporas qui font et donc on fait ça en co-création avec eux parce qu'on ne peut pas en tant que musée être porteur, on n'est pas porteur de la vérité, voilà. Il faut toujours travailler en co-création avec les personnes concernées, c'est très important. Et tu voulais ajouter quelque chose justement, oui, Aliou? Il ne faut pas oublier que tout ce travail de mémoire, tout ce travail d'éducation doit mener à des réparations concrètes. Parce qu'il ne faut pas oublier ce débat-là, parce qu'il reste central. Il ne faut pas oublier non plus ce que représente le musée de manière générale politiquement, au-delà des employés qui travaillent. Politiquement, c'est cette expertise qu'a la Belgique dans la région des Grands Lacs qui est jouée politiquement au niveau géostratégique. Donc c'est pas comme si, et nous on tient vraiment à souligner ça dans notre travail au quotidien, c'est que pour nous la colonisation c'est pas tellement le passé. C'est une question d'actualité, c'est une question encore de rapport entre différents pays, de rapport interne à la Belgique entre l'État belge tel qu'il est et les populations issues de ces anciennes colonies entre guillemets. C'est pour ça que des questions de régularisation des sans-papiers, des questions de politique de logement, etc., continuent d'être en rapport direct avec le fait colonial. Et pour nous, ces enjeux-là restent centraux. Si on ne fait pas ces liens-là, on va enfermer les gens dans l'idée que c'est le passé et que quelque part, il suffit juste de faire quelques monuments, de faire quelques visites guidées pour en finir avec la question. Non, pour nous, c'est des enjeux actuels. Et il est important pour l'avenir, parce que ici on parle beaucoup d'éducation, mais les enjeux politiques et économiques sont bien présents jusqu'au jour d'aujourd'hui. Et ces enjeux-là doivent être saisis. Le travail militant, c'est justement ça. Oui, c'est très beau ce que vous dites tous les trois. Et j'ai envie de revenir sur la partie musée et de te poser la question, parce que ça aussi, ça fait partie de notre héritage. Que doit-on faire au niveau de la restitution des œuvres?
Au niveau de la restitution des œuvres, le musée a une politique assez claire qui est même publiée sur le site internet du musée. Donc si vous tapez sur Google, vous la trouverez. Mais le musée est totalement d'accord de restituer les œuvres et pas seulement une restitution digitale parce qu'on a eu un projet pilote avec le Rwanda et les musées nationaux du Rwanda, là où on a digitalisé les archives qui venaient du Rwanda du musée et on les a partagées avec le Rwanda. Mais ça, ce n'est pas une restitution physique qui est encore là, mais c'est un projet qui a été lancé. Et le musée reconnaît aussi que ces œuvres ont été acquis d'une manière inégale. Donc ça, il faut aussi le reconnaître et le musée en est conscient. Il y a des initiatives qui sont prises à l'intérieur du musée et il y a des initiatives qui vont être prises aussi au niveau politique. Ça, c'est important de le reconnaître. Il y a un autre projet fédéral Belspo qui s'appelle Home qui a été créé il y a presque un an et demi maintenant pour la restitution des restes humains qui sont présents au sein du musée, au sein de cabines, au sein de l'ULB, avec 7 partenaires universitaires. Donc là, ce projet est en cours et normalement, il y a des recommandations qui doivent être faites dans quelques mois. Et on a aussi essayé de prendre contact avec certaines associations de la société civile qui avaient travaillé depuis des années pour faire en sorte que le musée prenne aussi ses responsabilités et le politique. Donc il y a quelques initiatives qui sont en cours. Et ici, j'ai une question de nos auditeurs. Je vais vous la transmettre au même moment que je la lis moi-même. Comment se place la Belgique comparée aux autres pays européens dans ce processus de décolonisation? Et donc, on va rester décolonisation des esprits, puisque nous sommes toujours dans cette thématique. Qui veut prendre la parole sur, je pense, toi tu sais déjà au niveau flamand, c'est toujours le même pays. Mais... Ah oui, non, je ne vais pas dissocier les frontières linguistique. Non, ne compte pas sur moi. Mais donc, oui, en Flandre, on est un peu plus avancé dans les programmes scolaires, mais ça, c'est quand même très léger. Par contre, les récents, par exemple, ce qui se passe en Allemagne en ce moment, sur la reconnaissance et la qualification juridique de crimes contre l'humanité, de génocide par rapport à des exactions coloniales, c'est quelque chose de très important. Et ici, le compte est loin d'être bon. Par exemple, quand l'Allemagne dit on va reconnaître un certain nombre de crimes comme étant juridiquement des crimes contre l'humanité, alors c'est pas rien, parce que ça engendre des mécanismes et l'application de conventions internationales, notamment sur les restitutions, mais aussi sur les réparations dont parlait Aliou, donc c'est vraiment quelque chose de très important. Ici, on a quand même une petite brochette, alors certes d'universitaires qui sont un peu passéistes, mais qui viennent nous répondre à ça, donc c'était il y a quand même 15 jours, qu'en fait c'est inadmissible, on ne peut pas parler de génocide, on ne peut pas parler de crimes contre l'humanité. Pourtant, on sait depuis 1905 ici en Belgique qu'il y a eu des massacres de masse, qu'il y a eu certainement ce qu'on pourrait qualifier de crimes contre l'humanité, notamment dans la province d'Équateur pour la récolte du caoutchouc. Ce sont des choses qui sont connues, qui sont renseignées, qui sont documentées. De la même manière qu'en 1931, il y a une énorme révolte dans les champs d'huile de palme à ce qui s'apparente à du travail forcé. Tout ça doit être qualifié juridiquement pour qu'ensuite, d'une part, on ne répète pas les mêmes erreurs, mais ensuite aussi pour qu'on puisse avancer de façon mémorielle et réparer. Et je crois que j'insiste vraiment sur ce que disait Aliou. Oui. Il y a vraiment un besoin de réparation et pas uniquement symbolique. Il y a d'autres mécanismes qui doivent et qui devraient pouvoir se mettre en route. Mais ça, c'est aussi l'objet et c'est la mission de cette commission au Parlement fédéral. Oui, tout à fait. Donc là, évidemment, on a du travail par rapport à ce travail parlementaire. Je veux dire, il ne faut pas qu'il reste... pas caché sous le tapis d'ici quelques mois quand ce sera terminé. Je pense que vraiment il faut rebondir et travailler ensemble pour faire en sorte de faire évoluer les mentalités et faire évoluer les choses. Et ici, moi, j'arrive déjà à la fin de ce premier thème. Alors, c'est vrai que c'est très riche et qu'on pourrait faire un débat beaucoup plus long sur cette thématique, mais on n'a qu'une petite heure ici sur Twitch. Et donc, je vais, pour lancer ce deuxième thème, ce thème dédicacé spécifiquement à la décolonisation des espaces publics, je vais vous proposer de regarder ensemble une deuxième capsule vidéo.
On n'est pas pour un déboulonnage systématique, mais plutôt pour une contextualisation de ces statuts. Le racisme en Belgique est lié à son histoire coloniale. Des personnes noires ont du mal à trouver des logements décents, toujours pour les mêmes raisons, parce qu'on les considère comme des personnes inférieures. Et les raisons, notamment pour le logement qu'on avance, c'est des questions d'hygiène. Or que c'est typiquement des expressions, des arguments tirés tout droit de la propagande coloniale. Et donc on constate que dans l'imaginaire collectif, cette histoire est bien ancrée. Alors pour débuter ce deuxième thème, je vais vous citer une citation de militants après la mort de George Floyd. Je cite « Les récents événements aux États-Unis nous rappellent que le racisme est un fléau important et global. Le racisme est un héritage colonial qui colle à nos êtres, à nos interactions et à nos manières de faire dans la société. Sa violence s'incarne jusqu'au nom de nos rues, jusqu'au choix des statues qui ornent nos places. » Je ferme la citation. Alors voilà, je voudrais, comme tout à l'heure, je t'avais demandé à Reine de parler de ce que ça évoquait pour toi, la décolonisation des esprits. À présent, je vais vous demander à chacun de me définir pour vous qu'est-ce que cela représente, la décolonisation de l'espace public. Je dois commencer. Tu peux commencer. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie d'abord réparer les mémoires qui ne sont pas dans cet espace public. On parle très souvent d'un débat qui pour moi est stérile, déboulonné ou pas, peu importe, j'ai envie de dire. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de rééquilibrer ce qui n'existe pas ou ce qui est insuffisant ou ce qui est mensonger dans l'espace public. D'abord, il y a des choses qui sont très simples, c'est le nom des rues. Les noms des rues, c'est un baptême politique. Une rue n'est pas baptisée par hasard, c'est pas les gens qui décident, c'est d'abord, ça peut être les gens, mais ça doit être validé par le pouvoir communal. Donc voilà. La seconde chose, c'est ce qui s'y trouve aussi, c'est des statuts, et bien souvent, ce sont des outils de propagande coloniale qui ont fonctionné plein tube. Je pense à la statue équestre du roi Léopold II, mais on peut aussi parler de certaines ornementations de façade qui sont de la propagande coloniale non contextualisée, qui a toujours sa place dans l'espace public, et c'est inacceptable. C'est inacceptable parce que les images qui sont véhiculées sont racistes, sont ethnicisantes, sont dévalorisantes pour une certaine partie de la population ici en Belgique, qui, par prolongation, subit les conséquences via les discriminations. Et donc ça, on doit y travailler absolument. Après, en termes de rééquilibrage, il manque des noms dans les rues. Il n'y a pas de rue Panda Farnana, il n'y a pas de rue Kipavita, il n'y a pas de rue Semira Adamou, etc., etc. La liste est très très longue et elle mériterait quand même qu'on s'y penche un peu plus qu'à la légère, comme ça a été fait un petit peu, je pense, politiquement sur Annie Cordy et l'ancien tunnel Léopold II. Et il n'est pas question de se satisfaire que d'un tunnel. Je pense qu'il faut que les citoyennes et les citoyens, avec papier ou pas d'ailleurs, s'engagent dans cette discussion avec leurs mandataires politiques qui, jusqu'à maintenant, et tu m'excuseras, sont un petit peu sur la réserve sur ces questions. Mais je suis tout à fait d'accord. Et de façon intersectionnelle, c'est dramatique. C'est-à-dire qu'on sait aujourd'hui que dans nos communes, il y a très très peu de femmes présentes dans le nom des rues, dans ce qui s'y exprime. Et donc, c'est une réflexion collective, individuelle mais aussi collective, surtout collective, sur ce qui se passe dans la mémoire de nos rues, et non pas l'histoire. Parce que je crois qu'on confond deux choses quand on nous dit vous voulez refaire l'histoire dans les rues. Non, nous on veut refaire les mémoires et il est temps, je pense, de passer à un autre chapitre. Et c'est différent, tu fais bien de le souligner, la mémoire, ce n'est pas exactement la même chose. Et toi qui travailles à Lyon tous les jours finalement dans cette remise en contexte de ces statuts, de ce nom de rue dans notre espace public, c'est quoi ta définition de la décolonisation de l'espace public ? D'abord, il faut dire une chose, c'est que, effectivement, comme Julien l'a dit, déboulonner une statue, c'est pas déboulonner l'histoire. C'est souvent déboulonner une forme de mémoire qu'on a gardée. Parce qu'une statue qui dit on a été au Congo pour civiliser les nègres, ça c'est pas l'histoire, les historiens nous le disent. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, un pouvoir politique, sous peut-être un lobbying d'associations privées de colonisateurs, ici en Belgique, a poussé à un moment donné un conseil communal, un collège communal, à poser une décision en disant « nous allons mettre ça dans l'espace public ». Ça veut dire quoi? L'espace public, ça ne s'arrête justement pas à des noms de rues, des statues, etc. Les gouvernements, les parlements, les institutions en général sont des espaces publics.
Et ces espaces publics-là aussi doivent être décolonisés. Parce qu'une statue qui envoie ce message-là, et politiquement, quand on est dans la rue avec des visites guidées et qu'on va vers le public et qu'on leur dit voilà le message que ces statues nous renvoient aujourd'hui, si ce n'est pas déconstruit, si ce n'est pas contextualisé, ça veut dire que le conseil communal de cette commune-là supporte toujours ce même message-là. Et donc le travail qui doit être fait en les interpellant, c'est de dire voilà ce que nos rues nous disent en ce moment. Est-ce que vous supportez ce message-là? Donc pour nous, la décolonisation doit être au-delà de ces statuts noms de rue. On a commencé ce travail-là par ces éléments-là, parce que c'est parmi les éléments les plus accessibles qu'on a. Si on pouvait aller tout le temps au conseil communal en disant aux gens « ceci n'est pas correct, vous devez changer telle politique de logement, etc. etc. », on le ferait. Mais bon, l'espace public reste un moyen pour nous, un outil pour amener à cette décolonisation. Et donc l'espace public doit être vu sur le plan général. L'État est un appareil à décoloniser. Dans la vidéo, on a vu le genou d'un policier sur la tête d'un citoyen. Ça veut dire que c'est l'État qui est sur lui. C'est l'appareil policier. Et l'appareil policier doit tout autant que les autres appareils être décolonisés. C'est des enjeux de démocratie par excellence. Pourquoi? Parce qu'on a en fait, dans une démocratie, normalement, la promesse qu'il n'y a pas d'appareil d'État qui fonctionne sans contre-fou. Pour l'instant, avec la police, ce qu'on observe, c'est qu'il y a une impunité de la plus totale des crimes qui sont exercés. Et donc, il faut nécessairement, pour la démocratie et le bien-être de cette démocratie, imposer à l'appareil policier aussi et montrer aux citoyens qu'il n'y a pas d'injustice dans notre société, qu'il n'y a pas d'impunité possible. Que quand un acte d'injustice est posé, il est au devoir de la justice de faire son travail. C'est la promesse dans laquelle on est tous, c'est le contrat social, non. Mais bon, il y a une carence à ce niveau-là et nous devons obligatoirement y aller. Pour nous, décoloniser l'espace public, c'est tous ces ensembles-là. Ça ne s'arrête pas qu'à des noms de rues, à des statues, etc. etc. C'est un des éléments, mais ce n'est pas que celui-là. Et avec cet élément, on peut faire le lien avec d'autres. Donc c'est beaucoup plus large que ce qu'on ne peut imaginer, et peut-être aussi que nos auditeurs se disent « Ah bah tiens, je n'avais pas nécessairement aussi pensé à ça ». Et je voudrais te regarder maintenant, Marie-Reine, parce que je pense que devant le musée Tervuren, il y a aussi une statue qui trône. C'est un espace public aussi. C'est un espace public. Oui. Quelle est ta définition finalement? Qu'est-ce que tu peux apporter aux paroles déjà très fortes que vient de nous livrer Aliou? Oui, il y a beaucoup de choses à apporter à ce qu'a dit Aliou. C'est vrai qu'avec la rénovation du musée, il y a eu des tentatives de décolonisation de cet espace qui peut rester assez colonial et assez violent pour les personnes qui sont issues des diasporas et qui connaissent un peu l'histoire violente de la colonisation. Venir au musée, c'est peut-être pas des fois la chose la plus agréable pour certaines personnes d'y venir, mais en termes de bâtiment du musée, donc il faut savoir que le musée il est protégé. Il y a des choses qu'on n'a pas pu enlever, comme les anagrammes de Léopold II, certaines statues qui sont figées, donc qu'on ne peut pas enlever parce que c'est protégé. Mais il y a eu des tentatives dans certaines salles d'exposition pour remettre certains bustes, par exemple, de Storms, qui est un général qui a commis des exactions au Congo, qui a été mis de côté ou qui n'a pas, par exemple, été mis en hauteur pour que les gens le regardent d'une certaine manière. Mais en termes anecdotiques, voilà, devant le musée, il y a un buste de Léopold II qui est dans le parc. Le parc qui n'appartient pas au musée, donc c'est à la ville de Tervuren. Mais on peut y voir qu'il y a certains messages qui sont envoyés à travers certains groupes dans la population qui ont des sentiments différents. Qui s'emparent de la statue. Qui s'emparent de la statue pour témoigner d'un message. Donc une fois la statue a été peinte en rouge, le lendemain un groupe est venu la nettoyer et y a posé le drapeau belge, et puis le lendemain il y a une autre jeune fille qui est venue retirer ce drapeau. Donc on voit vraiment que l'espace public en fait il est là pourquoi? Il est là pour donner à la population son droit à la raison. Donc la population a le droit de se poser des questions sur certaines parties de l'histoire, et il a le droit d'interpeller les politiques pour demander est-ce qu'on devrait continuer à voir les choses de cette façon? Est-ce qu'on ne pourrait pas revoir certains espaces publics pour raconter aussi une autre partie de l'histoire, pour donner une voix aux autres personnes qui n'ont pas eu la chance de pouvoir raconter leur histoire.
Et leur mémoire, à vous entendre, on a énormément besoin de pédagogie, d'explication, de remise en contexte. Je pense que là aussi, le travail n'est pas évident et je pense qu'on doit travailler de concert. Monde politique, monde collectif de terrain, les collectifs, pardon, de terrain, pour vraiment faire comprendre aux gens ce qui se passe. Mais tu évoquais la statue, c'est bien la preuve aussi que les gens s'en emparent, les gens discutent et finalement, peut-être que les mentalités peuvent aussi évoluer de cette manière-là, mais je pense qu'à vous entendre, le travail est encore long. Et à vous entendre, me vient à l'esprit une question, finalement, ces traces du passé, est-ce qu'elles conduisent encore beaucoup au racisme? Est-ce que c'est vraiment un lien direct que vous faites avec ce passé, ces traces dans nos rues, ces traces politiques, mènent un lien direct vers le racisme? On le sait, hein, comment est-ce qu'on dit, UNIA nous dévoile chaque année des chiffres qui sont alarmants en termes de dénonciation de faits racistes. Est-ce que vous faites, vous, un lien par rapport à cela? Je crois qu'il n'est plus à faire. C'est pas nous qui le faisons. C'est les instances de l'ONU près du Conseil des droits de l'homme, par exemple, ou de la DCAT des afrodescendants, qui, quand ils viennent inspecter la Belgique dans le cadre des conventions internationales, s'aperçoivent du puits sans fond mémoriel qui n'est pas travaillé. Il y a aussi d'autres choses. Il y a le racisme, mais il y a aussi une domination, puisqu'on est ici à l'Institut Emile van der Velde. Je vais juste ouvrir une petite anecdote qui va montrer le lien entre notamment ce que disait Aliou sur l'espace public, mais aussi les figures, et je pense qu'il faut prendre à bras le corps ces aspects mémoriels, ne pas en avoir peur. Et puis j'ai envie de dire aussi que c'est pas uniquement une histoire comme pourrait parfois la droite nous le faire comprendre, ou essayer de nous le faire comprendre, que ce n'est pas un problème communautaire. C'est d'abord un problème belge, et qui concerne d'abord les Belges, d'abord les Blancs, qui ne sont pas discriminés. Parce que je pense que tant qu'on relèguera ça à des associations dites afrodescendantes, en disant c'est leur mémoire qui s'exprime, non, c'est pas leur mémoire, c'est la mémoire de mes enfants. Moi je ne suis pas noir, c'est la mémoire de mes enfants qui doit s'exprimer. Donc si on prend par exemple un des parcours de mémoire coloniale, on atterrit proche de la rue Béliard, à ce qui est aujourd'hui le siège de la Bank of New York. Et devant le siège de la Bank of New York, si on va derrière, on découvre qu'en fait c'est l'ancien siège d'une société que tout le monde connaît, ou que tout le monde utilise, en tout cas en termes de consommation, qui est Unilever. Et si on remonte en fait le fil d'Unilever, on s'aperçoit qu'il y a un lien évident colonial, et il y a un lien avec un certain Emile van der Velde. Emile van der Velde qui est considéré, comme beaucoup de mémoires, notamment au Parti socialiste, mais selon les progressistes, comme étant un anticolonialiste convaincu, notamment sous l'épaule léopoldienne. Il a eu des discours, c'est vrai, sur la gestion du Congo, mais peu sur la philosophie coloniale. C'est-à-dire qu'on a déformé petit à petit mémoriellement ce qu'étaient les discours de van der Velde, et il faut savoir et il faut comprendre que c'est quelqu'un qui a résolument milité pour la reprise de l'État belge du Congo, alors que le Parti socialiste, in fine, à l'époque, Parti ouvrier belge, a voté contre. Il était donc en minorité, qu'il a fait 2 voyages au Congo, donc c'est quelqu'un qui s'est beaucoup investi, pour finalement ouvrir le champ et la voie à un certain baron Leverhulme, qui était un Anglais, qui souhaitait faire de l'huile de palme sa fortune, qui s'était vu refuser un certain nombre de concessions par le gouvernement anglais d'alors, le traitant d'ailleurs de brigands, etc., qui débarque en Belgique et qui rencontre un certain nombre de responsables politiques, dont Emile van der Velde, qui vont lui ouvrir les portes à 750 000, je pense, hectares d'exploitation au Congo, dans notamment la province du Kwilu, et qui va aboutir à la mise en place d'une société, une succursale de ce qui va devenir plus tard Unilever, qui s'appelait les Huileries du Congo belge. Et la mémoire, il faut la travailler dans ce sens-là, pas pour s'auto-flageller en se disant « Ah mon Dieu, on avait un salaud dans la maison, aujourd'hui il porte même le titre de l'Institut ». C'est pas du tout le discours que je veux soutenir là, c'est simplement comprendre ce qui s'est passé. Comment Emile van der Velde a ouvert cette voie-là, et en même temps le Parti socialiste a eu notamment un jeton de présence dans le CA de cette huilerie du Congo belge. Comment cette société très très puissante a ensuite commis des exactions. Moi ce qui m'intéresse, c'est la non-reconduction de l'histoire qui se répète, qui hoquette. Et donc force est de constater que ce qui s'est passé ensuite, c'est qu'Unilever a revendu ses terres à une société qui aujourd'hui s'appelle Feronia, et qui a toujours ses marques au Congo, qui exploite toujours les mêmes terres. On est passé d'une société à une autre, dans quasi les mêmes conditions
que dans les années 30. Et ça, c'est inacceptable. C'est inacceptable quand de l'argent public belge, quand de l'argent public français ou allemand a été introduit dans cette société. Et là, l'histoire se répète, et c'est là-dessus qu'il faut travailler. C'est à ça que servent les mémoires. Comme disait Aliou, elles ne servent pas à juste commémorer et se souvenir que c'est l'histoire d'un déséquilibre qui continue encore aujourd'hui, à la fois dans ce racisme, dans cette domination raciale insupportable, à l'œuvre ici en Belgique, mais aussi dans les relations internationales et dans les relations Nord-Sud, enfin dites Nord-Sud. Et donc réparer. Et donc réparer. Oui, il y a un enjeu aussi avec la récupération même du terme de décolonisation. Ça, on l'a vu principalement l'année dernière, c'est des choses qu'on observait déjà. L'année dernière, en fait, la question de la décolonisation s'est imposée vu le lien que les gens ont fait automatiquement entre la mort de George Floyd et le passé colonial. On observe selon les différentes parties de ce pays, on est dans un seul pays, mais il y a quand même des réalités politiques très différentes d'une zone à l'autre. Même avec le Covid, on l'a vu, mais ici, en fait, du côté flamand, on a vu par exemple beaucoup, on se débarrassait plus facilement de Léopold II du côté flamand. Ça tombe bien, on est anti-royaliste. Oui. Donc décoloniser, pour certains en tout cas, ça veut dire se débarrasser des figures royales dans l'espace public. C'est en fait sur un double plan, ces partis de droite ont gagné, puisqu'elles ont en même temps renforcé leur base idéologique, parce que dans l'esprit des gens, les statuts sont tagués, ce sont les étrangers qui taguent. Et donc, nous, on va s'occuper de la question, on va prendre nos responsabilités. Donc on va agir non seulement sur ce plan-là, mais aussi également sur le plan de la décolonisation associée directement ici au déboulonnage. Pour nous, il y a un principe fondamental. Quand on veut faire une révolution, on pense d'abord la révolution avant de penser la révolte. Ici, en fait, le déboulonnage, dans le contexte de l'année dernière, ça a été en fait des espèces de révoltes, de mini-révoltes, mais qui ne sont pas illégitimes en soi, parce que là aussi on a entendu beaucoup de choses. Moi j'ai eu des débats avec certains politiques à l'époque qui nous parlaient de démocratie, que dans une démocratie on ne pouvait pas faire comme ça. Mais ce n'est pas hier que ces gens ont appris qu'il y avait des statuts de Léopold II problématiques dans leur commune. C'est pas en 2020, c'est pas avec la mort de George Floyd. Pourquoi ils n'ont pas posé ce débat-là avant qu'il n'y ait ça? Donc l'interpellation que je veux faire ici au niveau du politique, c'est d'être prévoyant. Et de ne pas attendre que les choses arrivent et de dire... c'est comme ça qu'en fait, l'encommissionnement de la question coloniale après ce type d'événement n'est pas tellement efficace à mon avis. Parce que ça veut dire que c'est une réaction plutôt qu'une décision qui est partie d'une réflexion bien précise. Ça a été des politiques comme ça de réaction et ça ne mène pas, je pense, à des choses positives. Maintenant, c'est à nous, corps militants, d'imposer ce rapport de force parce que on sait que politiquement, rien ne passe sans rapport de force. Ça reste fondamental pour nous. Et cette question de la décolonisation, les gens doivent bien comprendre que c'est une lutte. Et qu'on a besoin de gens. Donc je lance un appel aux gens qui nous regardent. Il faut rejoindre le train de la décolonisation parce qu'il est déjà parti. Maintenant, prenez un ticket. On va rien à voir avec les trains de la colonisation. Parce que là, c'est pas la SNCB, mais on transporte autre chose que des êtres humains. Et c'est non pas pour rapprocher les populations du Congo qu'on a fait des chemins de fer au Congo, contrairement à ce que nous dit la propagande. Donc ce train de la décolonisation est parti. C'est pas une question de noir ou de blanc. Pour nous, la question de la décolonisation, c'est une question de société. Comme disait Frantz Fanon, c'est tuer le noir et le blanc. Donc on doit arriver à des sociétés où on se regarde d'abord comme des êtres humains dans notre humanité et qu'on puisse se reconnaître dans notre humanité. De sorte, et je réinsiste encore là-dessus, que quand 475 personnes mettent leur vie en jeu, on sache reconnaître l'humanité en eux et qu'on sache dire « Ok, là ça suffit, il faut arrêter, ceci n'est pas acceptable ». Et ce n'est pas acceptable non plus d'attendre peut-être qu'il y ait la mort d'une de ces personnes. Il faut nécessairement, je pense, je réinsiste encore là-dessus, régulariser les sans-papiers. C'est un enjeu de Ça, c'est le débat de la semaine prochaine. Tu seras très attentif. Je serai dans les commentaires peut-être. Au 4e webinaire. Tu seras dans les commentaires, je te promets. Je serai dans le commentaire. On te donnera la parole. C'est aussi le débat qui fait suite à Bien cette sûr, décolonisation. c'est ça aussi. On a commencé par la loi et puis on a abordé avec Joël la semaine dernière plutôt le racisme aujourd'hui. Aujourd'hui, on parle de la décolonisation et c'est vrai que la semaine prochaine, on abordera l'asile et la migration. Avant de poser une question du public, j'avais envie de vous demander comment est-ce qu'on fait finalement ? On prend un ticket, hein, c'est ce que j'ai dit. On prend le ticket.
tu vois, vraiment, il y a beaucoup de choses qui sont dites aujourd'hui et pour aider finalement le politique, mais oui, tu as parlé de la commission, tu as dit aussi une en-commission. Moi, j'espère personnellement qu'on n'en-commissionnera pas cette commission au niveau du fédéral. J'espère au contraire qu'on va pouvoir continuer ensemble sur les recommandations qui seront formulées par toutes les personnes qui auront été auditionnées. Donc, je formule vraiment le vœu pour que ce ne soit pas une commission dont les recommandations seront tapées en dessous du tapis et qu'on se sera donné bonne conscience. Honnêtement, je n'ai pas l'impression que c'est ce que veulent, je ne suis pas au Parlement fédéral, mais je n'ai pas l'impression que c'est ce que veulent mes collègues ou même au niveau du groupe de travail du Parlement bruxellois. Mais donc, j'ai compris, on prend un ticket. Alors, je vais formuler la question d'un de nos auditeurs ou une de nos auditrices. Si je peux me permettre, oui. La commission en elle-même ne se suffit pas. C'est à nous, citoyens et citoyennes, de la faire vivre à chaque audition. Elle va durer très longtemps, beaucoup plus qu'une année annoncée, je pense. Et à chaque audition, à chaque domaine d'audition, il va falloir que les citoyens aussi les citoyens et les citoyennes, se manifestent auprès de leurs mandataires politiques. Je crois que la démocratie, c'est pas juste voter, c'est aussi s'informer. Ça c'est difficile, ça demande un travail quotidien. Il y a des gens qui n'ont pas le temps aussi de ce travail-là. Donc nous, on a plus ou moins de la chance, on arrive à travailler sur cette question-là. Mais je pense qu'il faut aussi être très attentif à ce qui va se passer et faire vivre le débat public à l'extérieur de la Chambre. Parce que cette commission ne se suffira jamais à elle-même, surtout quand on voit les forces en présence au sein de notre Parlement. Je pense là notamment côté flamand, mais pas que. Je pense là aussi à la droite ici, pour qui il est hors de question de revenir notamment sur la colonisation économique et sur les réparations de façon générale. Voilà, nous, à tout notre niveau possible et imaginable de compétences, finalement, d'agir demain suite à ces recommandations. J'en viens à la question du public, et donc je parlais d'un auditeur, mais c'est peut-être une auditrice. Doit-on aussi repenser le folklore? On sait que l'année dernière, on s'était un peu perdu, et donc il parle évidemment de certains carnavals. Je ne sais pas qui veut s'emparer de cette question. Je crois que, en fait, fondamentalement, quand on parle de folklore, on touche souvent à l'identité des gens et comment ils se sont construits tout au long de leur vie. Ce qui est important de retenir comme principe, c'est que la question de la culture ne doit pas être bloquée dans le temps. La meilleure façon de tuer la culture, c'est de bloquer ça dans le temps et de dire « nous on a toujours fait comme ça, donc ça reste comme ça ». Donc même les éléments de folklore racistes ont été pensés dans un contexte bien précis, pour des objectifs bien précis. Maintenant, c'est à nous en tant que société de nous dire est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, ce folklore nous sert positivement ou est-ce qu'il nous dessert? Donc il faut commencer maintenant à interroger ces choses-là. Rien n'est écrit dans le marbre et on ne peut pas y toucher. Il faut toujours se réinventer. La meilleure façon d'avoir une Belgique forte, unie, c'est de repenser perpétuellement la culture et de l'adapter aux différents contextes qu'on a et aux différentes personnes qui composent cette société. Peut-être, je ne sais pas, mais en tout cas à l'époque où le blackface a été inventé, peut-être que dans ce contexte-là, ça servait politiquement à une certaine idéologie, mais même dans ce contexte-là, si on fouille, on va trouver des gens qui étaient contre. Et ces gens-là font partie aussi de ce... Émile van der Velde, bien qu'il ait collaboré d'une certaine façon avec la colonisation, c'est important de souligner qu'à un moment donné, il a été contre l'État indépendant du Congo. Ça, c'est des éléments à revenir, parce que souvent, l'argument qu'on entend, c'est « mais il faut remettre dans le contexte ». Et c'est comme ça qu'on installe la culpabilité chez nos jeunes, en leur faisant croire qu'à un moment donné, la Belgique, unanimement, tous les ancêtres étaient racistes. Mais non, il faut déconstruire cette idée-là et remettre dans le contexte aussi ces personnes qui ont osé se positionner contre un système de domination. Bien que ce système de domination ait pris d'autres formes par la suite, il faut oser remettre, tout ça fait partie de notre histoire. Tout ça fait partie de la mémoire. Et c'est pour ça qu'il y a eu besoin d'une propagande coloniale. Parce que si tout le monde était d'accord à la base pour avoir une colonie au Congo, il n'y aurait pas eu ce besoin de construire le musée, d'organiser des eaux humains, de faire croire que c'était vraiment une idée vertueuse. Voilà. Donc la propagande coloniale, elle est née aussi de ça, parce que les gens n'étaient pas d'accord pour que cela se passe.
Et sur le folklore, il évolue, c'est l'expression des mémoires. Enfin, je crois qu'un argument qui doit faire mouche et qui doit être enfoncé dans le crâne de celles et ceux qui nous répètent qu'ils ne voient pas le mal à ce que les Noireaux à Bruxelles existent, quel fabuleux mot, les Noireaux quand même, hein, c'est un mot raciste qui est toujours en cours sur la place de Bruxelles, ou que le sauvage de Hâte, c'est quelque chose de très gentil, ça ne fait de mal à personne. Ben, ça n'est pas vrai, parce qu'à Hâte, on trouve des personnes qui justement subissent les conséquences de ce sauvage. Il y a des témoignages qui commencent à émerger dans la ville de Hâte, des enfants afrodescendants, des enfants issus de l'immigration, qui expliquent comment dans la cour d'école on les traite de sauvages. D'où vient ce mot sauvage? Il n'est pas si éloigné de la colonisation. Je pense que voilà, c'est ça aussi qu'il faut comprendre à un moment donné, c'est que on n'est plus dans une société blanche, dominatrice, qui se veut comme étant la seule civilisation sur la planète, ou alors on va être très très fortement isolé. Je crois que personne ne veut ça. Les Noireaux à Bruxelles commencent à évoluer, le conservatoire africain commence à évoluer, ils s'appellent toujours les Noireaux, donc ils pourraient quand même faire un gros effort sur leur terme, mais le blackface a évolué en drapeau belge, bon an, mal an, avec un énorme débat en leur sein, ce qui est très intéressant. Et je crois que ce qui se passe aujourd'hui, ce qui est très intéressant, c'est qu'on sort du tabou colonial. C'est-à-dire que nous, on a connu, il y a 10-15 ans encore, des choses, pas plus tard qu'il y a 5 ans, on entendait encore dans les cafés avec Aliou qu'on n'avait pas si mal fait que ça la colonisation, qu'il y avait eu des choses superbement bien amenées, qu'on avait construit des choses, qu'on avait vacciné des gens, etc. Donc ça, c'est des choses qui sont plus audibles aujourd'hui et qui ne peuvent plus être audibles parce que le système de domination de l'un sur l'autre ne peut pas amener des choses positives sur celui que l'on domine ou celle que l'on domine. Et donc ça, enfin, moi je sais pas vous, mais je suis très optimiste quand même. Même si on doit persévérer, même si on n'en verra peut-être pas le fruit de ça. Ça, faut être assez clair. Et ça passe par des défaites. C'est clair que c'est un travail sur du long terme, avec des objectifs à court, à moyen, mais c'est vrai que je pense qu'à vous entendre, le travail est énorme. Oui, on a vu le débat évoluer en tout cas en quelques années, oui, heureusement. Mais quand on parle de décolonisation aussi, il ne faut pas oublier le partage de pouvoir. Moi, je suis dans une institution, donc le musée de Tervuren, qui aujourd'hui, dans les initiatives, il faut que le musée essaye aussi de partager le pouvoir avec des personnes issues aussi de la société civile qui peuvent travailler structurellement avec le musée pour une meilleure présentation des mémoires africaines et des Africains qui sont présentés à l'intérieur du musée. Donc ça, c'est très très important. Et tu me permets de rebondir sur une question supplémentaire. Qui doit être à la manœuvre finalement? Parce que tu parles de l'aspect plutôt collectif sur le terrain et on a parlé beaucoup du politique. Finalement, qui doit s'occuper de quoi et comment? Ensemble, pas ensemble? Nécessairement ensemble. Nécessairement ensemble. Nous, notre slogan collectif, c'est ce qui est fait pour nous, sans nous est fait contre nous. Nous, malheureusement, personnes afrodescendantes, personnes noires, personnes d'origine africaine, nous avons trop longtemps constaté que des décisions étaient prises pour nous sans qu'on ne soit autour de la table. Ceci n'est pas acceptable. La question de la décolonisation ne nous concerne pas que nous. Et c'est pour ça que dans notre travail au quotidien, on essaye d'impliquer tout le monde dans les prises de décision, dans toutes les actions qu'on va faire. Et donc, nécessairement au niveau politique, il faut également tenir compte de ce principe-là. Sinon, on va continuer à prendre... Enfin, c'est un regard assez paternaliste sur les gens. C'est-à-dire qu'ils ne savent pas quel est leur propre bien. On se met autour d'une table, on dit voilà ce qu'on va faire comme politique. Les gens ne sont pas là. Et donc, après, ils subissent ces politiques-là. Donc ça, c'est pas acceptable. Il faut changer ce logiciel-là. Quand on a des décisions à prendre et que les personnes concernées ne sont pas là, il ne faut pas prendre des décisions. Ouais, il y a aussi une envie de travailler plus vite quand on ne prend pas des décisions avec les personnes concernées, parce que ça va bien sûr plus vite de prendre des décisions à 2 qu'à 15. Mais à long terme, ça crée plus de problèmes qu'autre chose. Donc il faut faire attention à ça. Donc tu es d'accord aussi pour dire c'est de part et d'autre un travail à mettre en commun? Oui, parce qu'on a tous nos domaines d'expertise et on peut tous apporter quelque chose. Alors il ne faut pas tomber non plus dans le tokenisme, parce que souvent, ce qui se passe, c'est qu'on dit oui, il faut des gens concernés et puis on va prendre n'importe quel type bonnes là, personnes, qui n'a aucune expertise sur la question, qui n'a jamais suivi la question. Mais sur la photo, on va dire, mais écoutez, il y avait quand même il y avait notre ami noir qui était là. Donc non, il faut arrêter ça, et il faut aller vers, comme le disait Marie,
des choses beaucoup plus inclusives. C'est peut-être la différence entre la loi Moureau 80, version 80, où on retrouve exactement ce système-là, c'est-à-dire que c'était une classe politique qui décidait, qui surtout en fait se mettait en convention avec les conventions internationales, en conformité pardon avec les conventions internationales. Et c'est peut-être, enfin moi j'espère que ce sera le cas sur ce plan national contre le racisme. On n'en a pas parlé. Il fait partie de l'accord de gouvernement. Ça fait 20 ans qu'on l'attend. Et c'est pas juste refaire le papier peint de la maison. Hein, c'est vraiment imaginer des mécanismes pour lutter profondément contre le racisme et pas juste dire que le racisme c'est mal et qu'il faut passer à autre chose. Et donc ça, il faudra aussi peut-être revendiquer une place beaucoup plus importante de la société civile, quelle que soit sa couleur d'ailleurs, pour qu'ils prennent part aux discussions avec le gouvernement dans l'échafaudage de ce plan national contre le racisme. Clairement, il faut aboutir là. Oui, très clairement. Il va falloir, parce que là, c'est plus qu'un retard. C'est le train qui est passé 4 fois. Le train est passé, personne n'avait pris son ticket. On arrive tout doucement à la fin de ce deuxième thème et je sais qu'on aurait pu en parler encore des heures. Moi, je trouve que c'est passionnant de vous écouter. Vous êtes chacun des experts en et vos compétences peuvent nous éclairer. C'était vraiment, vraiment très, très bien de vous écouter aujourd'hui. J'ai envie aussi de vous donner le mot de la fin. Quel serait le mot que vous auriez envie d'utiliser pour clôturer les deux débats d'aujourd'hui? Ça peut être un mot positif, ça peut être un mot négatif. C'est vous qui voyez comment vous avez vécu cette heure en ma compagnie. Moi, j'ai envie d'utiliser lutte, parce que pour nous, ça a toujours été une lutte et ça sera toujours une lutte. Malgré les acquis qu'on a, comme le mentionnait Julien, on n'est pas non plus il y a 10 ans, parce qu'il y a 10 ans, le débat était beaucoup plus compliqué que maintenant. Que cette lutte, elle est déjà en cours, qu'il n'y a rien à réinventer ou à inventer, mais qu'elle a besoin de soutien. Et que donc, politiquement, sociétalement en général, elle a besoin de soutien. Et on espère que le monde politique écoutera ceux des gens qui ont déjà construit une idéologie politique là-dessus, des projets concrets là-dessus, parce que ce soutien-là, il manque encore, malheureusement. Et pour moi, c'est le mot le mot lutte. Le mot lutte, oui. Marie? Moi, j'utiliserai le mot inclusivité au lieu du mot diversité parce qu'il a été moins dévoyé que la diversité, pour dire que voilà, les institutions de pouvoir peuvent réfléchir à comment être plus inclusives, non seulement envers les personnes de couleur, mais aussi les personnes dans des situations de handicap, les femmes, etc. etc. C'est vraiment très important d'avoir dans nos instances de pouvoir une plus grande inclusivité pour pouvoir avoir des politiques plus ouvertes. Inclusivité. Et Julien? Moi, c'est persévérance. En référence à ce que dit Aliou, je crois que ça se complète, cette phrase d'Angela Davis qui dit « une lutte sans trêve », c'est ce qu'on traverse sur cette question décoloniale. C'est-à-dire que le boulot est tellement immense qu'il faut persévérer malgré les conséquences dont on doit prendre fait et cause. Nous, majoritairement blancs dans ce pays, on doit prendre fait et cause des crimes racistes qui sont commis ici en Belgique. On doit se poser des questions à la fois politiquement, mais aussi en dehors, pourquoi pas, des instances politiques. Donc il faut persévérer, c'est parfois très compliqué, parce que certains n'ont pas les moyens de persévérer, nous on est assez bien nantis, mais je crois qu'il faut tous ensemble imaginer autre chose, parce que ça ne peut pas continuer comme ça. Ça fait trop longtemps, des gamins se font encore tuer, soit au nom de l'État, comme le disait Aliou, soit dans des circonstances qui s'apparentent à du racisme et qui sont parfois très clairement du racisme. Et ça, c'est la face la plus insupportable. Et puis à côté de ça, il faut beaucoup bosser pour notamment déconstruire tout ce qu'on a dit depuis tout à l'heure, l'espace public, mais aussi la scolarité de nos gosses. Ça passe par des gestes peut-être parfois plus petits au quotidien, mais qui doivent nécessairement rejoindre un collectif parce que le tout est quand même très structurel et pas uniquement une histoire d'interpersonnalité. Persévérance. C'est un mot d'espoir finalement. Ah, moi je suis résolument optimiste, mais sinon on crève. Hein, mais... Tout est possible, tout est possible. Enfin, j'espère en tout cas que nous nous reverrons prochainement
continuer le débat et pour continuer d'étudier ensemble cette magnifique thématique finalement. Alors à nos auditeurs, je donne déjà rendez-vous, non pas moi personnellement, mais ce sera Hassan Bousseta la semaine prochaine à 19h, 19h30 normalement, si les Belges ne jouent pas. Et il vous donnera rendez-vous avec ses invités pour parler d'asile et de migration. Et donc j'espère que vous avez appris beaucoup de choses aujourd'hui, j'espère surtout que vous avez pris beaucoup de plaisir à nous suivre. En tout cas, je vous remercie, vous le public présent, pour les questions que vous avez formulées. J'espère que nos invités ont pu y répondre correctement à vos yeux et à vos oreilles. Moi je remercie Aliou, Marie-Reine et Julien pour leurs interventions, pour leurs éclairages et pour leur bienveillance surtout. Merci à tous les trois, merci à vous et à une prochaine. Merci. Merci.